Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélien-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 18 au 24 septembre. Nous commençons cette semaine à Saint-Sauveur où, au courant de l'automne, le Service de l'environnement et du développement durable organisera 2 consultations publiques dans le cadre d'actions prévues au plan d'action en environnement 2021-2023. La participation citoyenne étant primordiale dans la mise en place de nouveaux projets à Saint-Sauveur, les citoyens sont invités à y participer. En collaboration avec l'organisme Éco-Corridor Laurentien, le service travaille actuellement à l'élaboration d'un plan de conservation des milieux naturels. Pour alimenter sa réflexion, le service a réalisé au mois de mai dernier un sondage auprès de la population. Cette fois-ci, il souhaite que les résidents se prononcent sur une vision et des objectifs de conservation des milieux naturels de Saint-Sauveur. Les citoyens sont donc conviés à participer en grand nombre à cette activité de consultation qui aura lieu le mercredi 20 septembre à 18h au chalet Pauline-Vanier. L'inscription est requise et les places sont limitées. Depuis le début de l'année, le service œuvre à l'élaboration d'un plan local de valorisation des paysages qui compte identifier les paysages naturels d'intérêt de la ville. Cette démarche a pour but de proposer des actions visant 3 objectifs. Protéger et mettre en valeur les paysages sauverois, établir des priorités de protection et de mise en valeur et proposer des recommandations réglementaires. Afin de prendre part aux orientations qui seront mises de l'avant, les sauverois sont invités à faire part de paysages qui leur tiennent à cœur. De type porte ouverte, cette consultation publique favorisera l'échange d'idées entre les personnes présentes et aura lieu le mercredi 11 octobre à 18h30 au chalet Pauline-Vanier. L'entrée est libre et aucune inscription n'est requise. Pour toute question à propos de ces consultations publiques, communiquez avec le Service de l'environnement et du développement durable à environnement@vss.ca. La Ville de Prévost poursuit sa quête pour un avenir durable en lançant une 2e phase de consultation pour le projet innovant de contenants réutilisables. Après le succès de la première rencontre en juin, la Ville sollicite à nouveau la participation active de la communauté. Si vous avez à cœur l'environnement et l'avenir de votre ville, joignez-vous à cette initiative en participant à cette démarche éco-responsable. Inscrivez-vous dès maintenant par courriel au environnement@ville.prévost.qc.ca pour la prochaine rencontre de consultation prévue à la fin septembre. Restez à l'affût pour les détails concernant la date et le lieu de cette importante réunion. Le CI3S des Laurentides est heureux de présenter un projet novateur mis en place dans son centre de réadaptation de la rue Boyer à Saint-Jérôme. Des décors créatifs ont été aménagés dans les locaux afin d'offrir un environnement de réadaptation ludique et stimulant aux personnes ayant des déficiences de langage, visuelles ou auditives. Ces décors plongent les participants au cœur d'une ville fictive qu'ils peuvent explorer dans le cadre des thérapies. De plus, sur un autre étage, un voyage imaginaire est proposé grâce à des locaux aménagés pour représenter différents pays du monde. Cette initiative innovante vise à améliorer l'expérience de réadaptation tout en favorisant l'épanouissement des individus concernés. Le projet Diversité a entièrement été conçu et réalisé par l'équipe d'intervenants du Centre de réadaptation. Le premier étage est spécialement conçu pour une clientèle pédiatrique, notamment ceux avec une déficience auditive et du langage. Les corridors sont aménagés sous le thème d'une ville municipale où chaque bureau représente un environnement différent, tel qu'une caserne de pompiers, une boulangerie, une chocolaterie ou une animalerie. Cette conception ludique permet aux enfants de s'immerger dans un environnement stimulant tout en facilitant leur apprentissage et leur développement. Les intervenants utilisent les décors de manière thérapeutique durant les séances. Par exemple, le local à l'allure d'une animalerie permet de travailler de manière ludique et interactive sur la prononciation des mots en présence d'éléments stimulants tels que des peluches, ce qui favorise l'apprentissage et l'expression verbale des enfants. Cette approche interactive permet de créer un espace attrayant pour les usagers autant que pour les employés. Une carte touristique a aussi été créée par les intervenants du centre de réadaptation pour permettre aux enfants de repérer des objets et de se déplacer d'un local à l'autre, toujours dans un but thérapeutique. Le 2e étage est dédié à une clientèle adulte et pédiatrique en déficience visuelle et est conçu sous le thème du Tour du monde. Chaque bureau est décoré pour représenter un pays différent, créant ainsi une atmosphère immersive pour les bénéficiaires.
Conscient des besoins spécifiques des personnes avec une déficience visuelle, l'étage du Tour du Monde adopte un style plus épuré et simpliste, favorisant un traitement d'informations visuellement moins chargé. Le corridor et les bureaux ont été aménagés pour représenter la réalité. Par exemple, il sera possible de marcher à l'aide d'une canne blanche dans les locaux et bureaux avec des repères semblables qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Cet exercice permet à l'usager de pratiquer les déplacements dans un milieu sécuritaire. Les affiches avec de gros caractères ont également été apposées à des niveaux et emplacements stratégiques. Depuis la mise en place du projet Diversité il y a près d'1 an, les retombées sont très positives. Les clients du centre de réadaptation bénéficient d'un environnement adapté, stimulant, créatif et inclusif, ce qui a un impact positif sur leur réadaptation et leur bien-être. Mme Rosemonde Landry, présidente directrice générale du CI3S des Laurentides, a été impressionnée par ce décor. Elle affirme que cet aménagement exceptionnel est un exemple inspirant d'innovation. Elle tient à souligner l'engagement du personnel qui s'est mobilisé afin d'offrir à la clientèle un service hors du commun. Le CI3S des Laurentides souhaite aviser la population d'une modification de dénomination pour une de ses installations. En effet, l'hôpital Laurentien, situé au 234 rue Vincent à Sainte-Agathe-des-Monts, se nommera dorénavant Centre multiservice de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe. Le C3S précise que cela n'engendrera aucun changement à son offre de services au sein de cette installation et que comme plusieurs types de services se trouvent sous ce même toit et non seulement les services hospitaliers, le nouveau nom représentera davantage la réalité. Afin de sensibiliser la population à ce changement, le CI3S de Laurentides, au cours des prochaines semaines, ajoutera à ses communications la mention « Anciennement Hôpital Laurentien » à la suite de Centre multiservice de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe. Revenez-nous après la pause. Nous sommes maintenant avec M. Marco Cagliari, qui est chanteur, qui a joué plusieurs types de musique différents, mais qui est avec nous aujourd'hui parce qu'il est porte-parole de la Journée québécoise du parrainage civique. M. Cagliari, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, et vous? Ça va également très bien. Je veux commencer par là. Il y a il y a souvent des artistes qui ont des causes à cœur et qui prennent la parole pour ces causes-là. Et je trouve ça toujours intéressant de poser la question, pourquoi cette cause-là en particulier? Et donc, je vous envoie cette question. Le parrainage civique, pourquoi est-ce que ça vous a appelé et ça vous a poussé à vous investir pour contribuer à la cause? Il y a plusieurs raisons. Ça s'est fait tellement naturellement. J'ai une ancienne directrice d'un parrainage civique qui venait souvent dans mes spectacles avec ses filleuls, avec ses membres. Et parce que, en fait, elle venait parce que ça faisait une activité très joyeuse, inclusive, parce que mes spectacles, je les apprête beaucoup avec tout ça, en fait, de l'inclusivité, de la joie. Mhm. Euh, et pour moi, le public, c'est un public. Alors, il n'y a pas de différence. Là. Tout le monde est pareil, tout le monde est là pour vivre quelque chose. Donc je m'amuse beaucoup, beaucoup avec mon public. Et de là, ben, ce parrainage civique, à un moment donné, ont juste eu l'idée. Je dis, écoute, pourquoi tu ne deviendrais pas notre porte-parole? Alors, depuis 2016 à peu près, je crois, je ne sais Mhm. même plus. Depuis 2016, je suis porte-parole de tout le regroupement. Et j'adore ça absolument. Donc, le parrainage civique, c'est lorsqu'un citoyen prend, pas nécessairement sous son aile, mais prend le temps de passer du temps, d'être en Mhm. présence et d'accompagner une personne qui a une déficience intellectuelle pour l'aider pour la réinclusion sociale. L'inclusion sociale, c'est son injection dans la société. Le processus sert à ça, j'imagine. En effet, écoute, c'est vraiment de briser l'isolement. Souvent, quand on vit avec une déficience intellectuelle ou même un handicap physique, ben, tu sais, on est pris un peu dans le même genre de scénario tout le temps. Alors, avoir un parrain ou une marraine qui est jumelé on les appelle les filleuls, Mhm. à cette personne-là pour carrément partager du temps une fois par mois. Ça peut être plus aussi, bien sûr. Et ça peut être aussi fait en famille pour donner un super exemple à ses enfants.
vraiment l'inclure dans des sorties, que ce soit au cinéma ou que ce soit pour aller voir un match de sport quelconque ou d'aller voir un spectacle de Marco Cagliari ou autre. Exact. C'est vraiment d'inventer, pas d'inventer, mais on fait plein d'activités en famille ou pas en famille, je veux dire. Donc, juste d'inclure cette personne-là, puis ça fait toute la différence pour cette personne-là. Vous avez dit quelque chose il y a quelques minutes que j'ai trouvé super intéressant. Vous avez dit mes spectacles étaient pour tout le monde pareil. Et je trouve ça intéressant parce que c'est exactement ça dont ils font se souvenir. C'est que malgré leurs différences, si on veut, les personnes Mhm. en déficience intellectuelle, il ne faut pas les traiter différemment. Il faut pas prendre plus de soin avec eux. Il faut pas changer quoi que ce soit dans notre façon d'agir. Il faut les traiter Mhm. similairement en comment on traiterait qui que ce soit d'autre. Et c'est ça qui va le plus les aider, right? Exactement. Exactement. C'est vraiment en spectacle, tu sais, que j'ai un enfant devant moi ou un grand-parent devant moi. Pour moi, tout le monde est sur la même ligne et on est là pour s'amuser, on est là pour vivre quelque chose. Alors, avec ces fioles-là, ben, c'est la même chose. Et en même temps aussi, il faut le souligner, là, mais souvent, ces personnes-là nous amènent encore plus que nous, on amène à eux. C'est là que ça fait vraiment, regarde, une grande différence. Je le vois dans des jumelages qui sont là depuis 5 Mm-hmm. ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, à quel point ça l'amène un bonheur, bien sûr, mais aussi autre chose, ça l'amène vraiment une stabilité, ça l'amène un moment où une fois par mois ou une fois par semaine, on peut se donner un break là, de carrément de tout ce qu'on vit Mm-hmm. au jour le jour, puis vraiment juste prendre le temps puis c'est là qu'on réalise à quel point ça peut faire une différence dans les deux cas. Oui, c'est ça. C'est exactement la question que j'allais vous poser. Puis vous avez répondu Mhm. même avant que je la pose. Donc, je vous remercie pour ça. C'est que cette relation, c'est pas un sens unique. C'est deux Non, directions en même temps. C'est que le exact. filleul va profiter du temps avec le marin, marraine, tout autant que la marraine, marraine va profiter du temps avec la filleule ou le filleul, puisqu'il va... Je pense que c'est le temps dédié à autrui, c'est le temps qui nous en apprend le plus sur nous-mêmes. T'sais, plus on se concentre sur nous-mêmes, plus on va construire notre personnalité, on va en apprendre sur nous-mêmes, mais c'est lorsqu'on est entièrement concentré sur quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes qu'on apprend le plus Mhm. sur nous-mêmes parce que ça nous apprend comment on réagit à des choses qu'on ne contrôle pas. Et donc, cette relation est bénéfique et constructive pour les deux parties. Avez-vous été parrain, puisque vous êtes porte-parole, vous avez été parrain de un ou plusieurs de ces personnes-là, puis qu'est-ce que vous, personnellement, ça vous a apporté, ces relations-là? Ben oui. En fait, j'étais parrain d'un jeune homme. Là, je suis en attente pour un autre parrainage, un autre jumelage, plus proche, parce que des fois, c'est un coup de cœur. Des fois, c'est à cause de la distance, ça peut faire une différence, Mhm. pas une différence, mais ça peut jouer contre en quelque sorte. Et que là, je me suis dit que ça allait être mieux si je trouve quelqu'un de plus proche. Et là, je suis en attente avec un filleul plus à Montréal. Mais étant le porte-parole, j'avoue, depuis 2016, j'ai l'impression d'être parrain de Oui, plusieurs, parce que je fais beaucoup d'activités avec eux, tu sais. Alors, j'ai vraiment l'impression de faire la différence ou d'être jumelé à plusieurs personnes qui en ont besoin puis qui sont vraiment juste heureux de partager du temps avec moi. est-ce que, euh, parce que dans la vie de tous les jours, la plupart des gens, lorsqu'ils font quelque chose de bien, lorsqu'ils rendent service, la bonté n'est pas gratuite. La bonté est toujours accompagnée de l'attente de quelque chose en retour. Les personnes en déficience intellectuelle, j'ai l'impression que c'est des gens ou c'est dans les seules personnes qui sont bons et gentils et empathiques for the sake of it et ne s'attendent Mm, à rien en retour. C'est des personnes bonnes, bontés de cœur, gentilles, empathiques, des personnes extraordinaires et elles ne s'attendent à rien en retour. J'imagine que passer du temps avec des personnes comme ça, c'est tellement constructif puis ça nous donne le goût d'être similaires et de juste être bon pour être bon. oui, ben, en effet, ben, écoute, ils sont tellement, ils vivent beaucoup le moment présent et ils vivent très Mm-hmm. intensément. Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'amour. Moi, quand je fais mes tournées de la journée P et aussi durant l'année,
Écoute, quand je reviens d'un spectacle ou d'une activité avec eux, je suis rempli là, d'amour. Là. Ils sont tellement géniaux, ils sont tellement extraordinaires. Ça fait que du bien. Là. C'est vraiment impressionnant, là. Très impressionnant. Et comment est-ce que on s'impliquerait? Il y a un site web qu'on peut Ah, consulter. Est-ce qu'il y a des critères définis pour devenir parrain, marin? J'imagine que oui, on peut pas. C'est pas ouvert à tous, j'imagine. Est-ce que c'est ouvert à tous? non, en fait, c'est ça. Il y a des critères, bien sûr. Il y a chaque parrainage civique, parce qu'il y en a plusieurs dans le Québec. Alors, premièrement, vous allez sur parrainagecivique.com et vous allez trouver un parrainage civique dans votre région, peut-être dans votre ville même. Et de là, ben, ils prennent des candidatures. Ils vous trouvent ben, ils vous posent beaucoup de questions parce que c'est pas du jour au lendemain. Il y a des références aussi qui appellent. C'est normal. Et de là, ben, quand tu es sélectionné ou approuvé, ben, on vous envoie des choix de jumelage, de fioles. Parce qu'en fait, il faut le dire, écoute, il y a au-dessus de 600 quelques fioles en attente en ce moment dans le Oh mon Québec. Dieu. Alors, c'est quand même OK. beaucoup. Euh, Mhm. mais même s'il y en a quand même plusieurs en ce moment en jumelage, il y a toujours des fioles en attente. Alors, une fois que ça a été approuvé et que toi, tu t'essayes avec un fiole, ben là, c'est une première activité et une deuxième. Et ce qui est bien, c'est que chaque parrainage civique offre aussi des, euh, des excursions, parce que j'ai juste ça dans la tête, mais des Des activités, en activités, fait. si ouais. Oui, des fois, eux en organisent aussi, tu sais, une sortie au bowling, je sais, mais mettons, OK, un truc artistique, mettons, une journée bricolage. Alors, vous pouvez, en tant que jumelage, aller faire les activités que les parrainages civiques vous offrent. Alors, ça, c'est vraiment bien. Là. Chaque parrainage civique travaille très fort pour que tout fonctionne et pour que tout le monde soit bien encadré. Si vous me le permettez, j'aimerais bifurquer un petit peu puis Ben plonger oui. un petit peu plus sur votre carrière pré-2016, si vous me le permettez, parce Mhm. que je trouve très, très, très intéressant que votre carrière est accompagnée d'un contraste absolument gigantesque, dans le sens où le heavy metal, rock metal, comparé à la musique classique ou traditionnelle italienne, c'est pas du tout la même chose. Et j'imagine que vous vous faites poser la question mille et une fois par année. C'est deux choses tellement différentes. Correct. Comment êtes-vous de l'un à l'autre? Donc, je ne vous poserai pas cette question-là. Je préférerais vous poser la question, quelles sont les similarités entre le rock metal, heavy metal et la musique classique traditionnelle italienne, s'il y en a? C'est la scène. OK. Le résultat est pareil, c'est de faire vivre un moment à chaque fois qu'on est sur scène, à chaque fois qu'on est devant un public. Puis moi, mon dada, c'est vraiment de faire vivre quelque chose, mais aussi, j'ai la même intensité autant dans l'heavy metal que dans la musique du monde. Parce que quand tu disais classique, c'est pas nécessairement classique, mais on est vraiment dans la musique du monde très OK. large. Et moi, ce que j'aime, c'est d'être sur des instruments organiques. Donc, on est dans la guitare classique, je sais pas, la trompette, le violon, le tuba, la clarinette, dépendamment de combien de musiciens j'ai avec moi. Mais même en homme orchestre, moi, j'ai aucune bande sonore. C'est vraiment tout vient Mhm. de mon corps et mon dada, c'est ça, c'est d'être intense, mais sans être vraiment plugué dans une distorsion finalement. Et ça fonctionne très bien. Je le fais depuis 34 ans maintenant, entre l'heavy metal et la musique du monde. Puis c'est magnifique en fait. Je me pince à chaque show, Mhm. comme quoi que j'en reviens pas que ça fonctionne, puis que ça fonctionne encore. Je trouve Et ça... j'ai pas de moins en moins de shows, j'ai de plus en plus de shows. Je Mhm. me promène beaucoup dans le monde, alors c'est magique. Je trouve ça tellement intéressant ce que vous venez de dire parce que vous avez dit que lorsque vous composez ou lorsque vous performez, c'est vous, c'est votre tête, c'est votre corps, c'est tout de vous en même temps. Et ça, je trouve ça intéressant parce que j'ai lu que vous avez fait, pas un pèlerinage, mais vous avez séjourné dans un lighthouse. Donc lighthouse en français, un phare, une maison. Phare. Oui, c'est ça. Donc, vous avez résidé à cet endroit-là pour composer ou créer un album. Et
je trouve ça intéressant parce que un petit peu un lighthouse, une maison forte, c'est le symbolique du flux de conscience, stream of consciousness, qui est une technique littéraire de recréer la pensée d'un personnage en faisant juste écrire tout le processus cognitif de la personne. Et c'est un petit peu la création de musique, ça aussi, c'est que chaque note à laquelle vous pensez, vous l'écrivez, puis ensuite vous tentez d'en faire sens. Donc, je trouve cette corrélation vraiment, vraiment intéressante. Comment est-ce que votre séjour à la Maison Force, ça vous a aidé à connecter avec ce flux de conscience qui vous habite? Ah oui, écoute, c'est pour mon troisième album en 2010. J'avais besoin de sortir de la ville parce que je n'étais pas capable de canaliser toutes mes idées pour mon prochain album. Et j'étais un grand amant de la Gaspésie, surtout de la baie des Chaleurs. Alors j'ai trouvé un phare, la maison, l'ancienne maison du gardien de phare de Cap Mhm. d'Espoir, dans la baie des Chaleurs en Gaspésie. En plein février, j'ai amené le plus d'instruments que je pouvais rentrer dans ma Suzuki Swift à l'époque. Et arrivé là, pendant une vingtaine de jours, j'ai créé, j'ai transformé, j'ai créé un album qui pour moi est très cher. C'est un de mes meilleurs albums, je trouve. Parce que c'est lui que je suis le plus fier, qui s'appelle Alfaro Est, qui veut dire au phare Est. Oui, exact. Et donc, c'est ça, c'est le processus, c'était vraiment de me faire bercer par cette espèce de lumière qui tourne jour et nuit, sans cesse, et qui guide un tas de gens, un tas de navires, qui donne un sens, en fait, à plein de gens, en fait. Alors c'est ça, Est-ce ça donne que, un résultat qui, pour moi, est très, très efficace. est-ce que l'album que vous créez est influencé par l'environnement dans lequel vous le créez? Oh, ouais, mon Dieu, oui, oui, ça, celui-là surtout. Celui-là, j'ai déjà, quand je suis rentré dans ma voiture pour juste me rendre là-bas, c'est 10 heures de route. Mhm. Déjà, dans le 10 heures, j'ai composé 2 chansons en roulant. Fait que c'était déjà, tout est dans juste le moment, tu sais, puis écoute, c'est plus que l'endroit, c'est toute cette espèce de moment, cette espèce C'est de drôle. break qu'on se donne, cette espèce je sais même pas comment l'expliquer, mais c'est un état d'âme, en fait. C'est vraiment un état d'âme. Puis oui, C'est donc, ça, parce pour que répondre à la question, oui, l'endroit fait une différence. Mais tu vois, depuis des années, là, j'ai pas fait aucune résidence à l'extérieur. Puis j'avoue, ça me manque beaucoup parce que j'ai l'impression d'être complètement éparpillé. mhm. Vous, votre famille est originaire de quelle région en Italie? C'est ce que c'est la Toscane? En fait, ma mère est à Milan, donc le nord de l'Italie, et mon père est né à Trento, dans un village près de Trento. Trento, c'est le nord-est de l'Italie, donc entre Milan et Venise. Mais j'ai des grands-parents qui viennent des Pouilles, du sud complètement d'Italie. Et moi, je suis né à Montréal. Donc, j'ai une espèce de C'est ça, c'est comme un culture sud, triumvirat, c'est ça. Vous avez été influencé par oui, la c'est culture du nord de l'Italie, du sud, la culture montréalaise. Lorsque ces trois choses-là convergent, ben, elles convergent en vous. Et donc, quels sont les sons alors que vous appréciez le plus, les tonalités que vous appréciez le plus et que vous tentez le plus d'insérer dans vos mélodies? Oh wow, écoute, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question-là. C'est vraiment un. J'aime le métissage. J'ai pas peur de mélanger des choses. Je suis Hmm. pas quelqu'un qui suit des recettes. Je déteste les recettes. Tant mieux, ça marche. C'est beaucoup plus payant les recettes, mais je suis pas là-dedans. Alors, je vais selon mon état ou ce que j'entends comme un riff de guitare ou un refrain ou une Mhm. mélodie, puis de là je construis, puis des fois c'est de déconstruire aussi, tu sais, des fois on empile des musiques, puis on des instruments, puis à un moment donné on en enlève, puis on essaie des choses qu'on n'essaye jamais, et ça donne des résultats différents. Tu sais, je suis un artiste très éclectique, alors je suis pas un artiste populaire dans le sens que j'ai pas des chansons populaires qui jouent à la radio parce que je suis peut-être trop éclectique, je suis trop un peu différent finalement. Mais vous avez tout de Et même en même été temps, invité c'est aux 400e de Québec. Tu sais, ça fait pas de vous un inconnu. Tu sais, vous êtes quand même renommé si vous avez été invité à un événement de cette envergure-là. Donc, les oui, gens écoutent ce que vous faites. oui, ben oui, j'ai un public,
je peux pas dire que j'ai pas de public. J'ai déjà eu plus de support médiatique, disons. D'ailleurs, je te Mhm. remercie de m'en donner. C'est la moindre des Mais choses. vraiment, tu sais, j'ai déjà eu plus de support, mais je suis pas moins occupé. Tu sais, je fais vraiment, cette année, je fais au-dessus de 220 shows. Alors, je peux pas dire que je chôme. Mhm. Puis, je roule ma bosse, puis ça va bien. Je tente des affaires, puis j'ai un public qui me suit. Alors, tu sais, j'essaie de me renouveler. Mais en fait, même pas de me renouveler, mais juste de vraiment sentir le pouls de ce qui se passe autour de moi. Ce que je fais, c'est très personnel aussi, musicalement. Alors, tu sais, qui même me suit, c'est un peu ça, l'ordre. C'est ça. Où est la ligne? Où se situe la ligne entre créer de la musique pour vous, dont vous êtes fier, et Ouais. créer de la musique un petit peu peut-être un petit peu moins artistique, un petit peu moins développée, que vous savez va plaire à plus d'autres personnes plus qu'à vous? Est-ce qu'il y a une ligne, tentez-vous comme de balancer sur cette ligne-là, ou est-ce que vous dites non, Même pas. je veux juste faire quelque chose dont je suis fier? En fait, j'ai compris, quand j'ai sorti mon premier album en 2004, mon premier album solo, qui était finalement mon sixième album en carrière, parce que je n'avais fait cinq en heavy metal avec le groupe Mhm. Anonymous. Quand j'ai fait mon premier album, ça m'a pris 10 ans à le composer et le produire. Et je pensais, c'était comme un projet personnel pour moi. Alors, je m'attendais à rien. C'était vraiment juste une satisfaction personnelle de sortir de mes tripes, tout ce que je ressens depuis une dizaine d'années et de le chanter en italien aussi. Je vis dans un monde francophone. Donc, écrire en italien, pour moi, c'est comme un peu un safe place où je peux Mhm. écrire ce que je veux. Je peux aller vraiment dans le fond de mes tripes et aller vraiment dans des trucs que j'aurais jamais écrit ni en français ni en anglais. Alors, parce qu'en italien, j'ai l'impression que personne m'entend ou me comprend. Alors, c'est vraiment un autre genre d'état d'âme. Et quand j'ai écrit cet album-là, je m'attendais à, je sais pas moi, est-ce que juste ma famille l'achète? Mais c'est pas ce qui Mhm. est arrivé. Radio-Canada, à l'époque, était beaucoup plus musique du monde. Il y avait des animateurs très, très, très sensibles aux musiques du monde. Ils ont vraiment accroché sur mon premier album, Que la Vita, il y a une chanson napolitaine, une chanson d'Anonymous transformée, arrangée en musique du monde, et le Ouais. reste, toute musique du monde, des compositions en italien à moi. Et quand je l'ai sorti, c'est ça, j'ai vendu jusqu'à maintenant cet album-là, il est peut-être rendu à 25 000 albums de vendus en musique du monde, dans une Gros province succès. Mhm. anglophone, c'est un chiffre énorme, là. Extraordinaire. Et de là, ben, a déboulé les invitations, que ce soit au 400e de Québec, sur des albums hommages à Fiori, à Félix Leclerc, à plein d'autres. Je pense que j'ai été capable de faire ma marque en tant qu'artiste, artiste qui fait partie de la faune, tu sais, la faune culturelle au Québec. Mhm. Tu sais, l'Italie est très instaurée, mais on la prend beaucoup pour acquis, je trouve. On la banalise un peu. Elle fait tellement partie du Québec qu'on la banalise un peu. Mhm. Et, et moi, ben, je suis devenu un certain porte-étendard de cette culture-là, mais à ma façon, parce que j'écris pas comme un Italien qui est né à Milan. Ouais. J'écris comme un Italo-Québécois, enfant de la loi 101, qui écrit dans la langue de ses parents. Alors, c'est comme Ouais. plusieurs mondes, c'est plusieurs Qui choses. Alors, convainc. je suis en Italie en ce moment et je joue devant un public italien et je suis un peu un extraterrestre. Ça prend un peu de temps avant qu'ils C'est comprennent d'où je ça. viens. Êtes-vous un petit peu. Vous avez dit, je suis en Italie, je suis un petit peu comme un extraterrestre. Êtes-vous un petit peu comme un artiste sans mère patrie? Partout où vous allez ou partout où vous performez, vous vous sentez un petit peu comme un expatrié, parce que au Québec, en italien, c'est pas tout à fait pur laine. En Italie, vous n'êtes pas un pur laine italien, fait que vous êtes un extraterrestre. Est-ce que c'est difficile, donc, pour vous, dans un sens, de ne pas avoir de mère patrie? Est-ce que c'est difficile? C'est une grosse question. C'est pas difficile. Moi, j'assume tout, là. Fait que, puis tu sais, j'ai l'impression d'avoir en fait, je suis biculturel, tu sais. Mhm. Alors, Exact. quand je veux être moins italien, ben, je suis plus québécois, et quand je veux être plus québécois, je suis moins italien. J'ai cette chance-là de balancer, puis jusqu'à maintenant, ça me sert, tu sais.
pour vrai, ça me sert vraiment beaucoup. En Italie, je suis atypique, je suis différent. Mais je réussis, là, vraiment, je réussis, j'ai des shows là, ici, mais j'en ai beaucoup, beaucoup au Québec. Puis au Québec, mon public, ça, c'est une chose qui est vraiment très particulière. Mon public est francophone au Québec. Il Mhm. est presque pas anglophone et presque pas italien. Ah, Alors OK. ça, c'est une autre chose. Pourquoi? Ça, c'est une question à se poser. On se la pose tellement que j'ai une documentariste qui s'appelle Anita Aloisio, qui a fait un documentaire sur moi qui s'appelle Cagliari QC, qui aucun média québécois a passé, aucun diffuseur québécois a passé francophone, mais les anglophones le passent. Pourquoi? Je ne sais pas. Et ça parle tout simplement de la place de la place de la musique autre francophone finalement au Québec. Quel chemin il Mhm. faut passer pour faire autre chose quand c'est pas francophone au Québec. Et c'est vraiment intéressant. CBC Gem, CBC l'a passé et il est sur le site web CBC Gems. Vous L'application. pouvez voir, si vous faites Cagliari QC, CBC, vous pouvez voir le lien, c'est gratuit. C'est sorti l'année dernière, en juillet. Ils l'ont déjà passé 2 fois à la télé. Dernière petite question, je vous le jure. Euh, Oui, vous pas de avez trouble. dit du processus de création d'un album, et je cite Oui. ce que vous venez tout juste de dire. Je dis tout ce que j'ai à dire, je me vide, et ça va jusque dans mes entrailles. Est-ce que donc Mhm. le processus de créer un album, lorsque vous le finissez, lorsque ça se termine, vous êtes complètement épuisé? Euh, non, je ne suis pas épuisé, c'est plutôt le contraire. OK. Je suis Parce que vous avez dit, vraiment je me vide, comme. je dis tout ce que j'ai à dire, puis ce qu'on penserait, c'est Ouais. I need time for Ben, je suis myself now. libéré et là, ton autre question tout à l'heure, tu sais, est-ce que je fais des chansons en pensant au public? Non, je pense à moi. Puis là, quand c'est Mhm. senti et quand c'est vrai, les gens, ils sont sensibles à ça. Et tu sais, qui se ressemblent, s'assemblent, ben, c'est vrai dans mon cas. J'ai plein de gens qui se ressemblent dans mes chansons. Et aussi le fait que mon public accroche pas tout de suite sur les paroles. Il accroche sur toute l'ambiance avant, toute l'émotion qui vient avec. Puis ça, pour moi, c'est fort, là. C'est vraiment très fort. J'ai un public qui sont vraiment proches de mes émotions, finalement. Tu sais, ils aiment ce qu'ils entendent. Puis après ça, ils cherchent, ils fouillent. Ah, de quoi elle parle, cette chanson-là? Ah oui, OK, ça parle de telle chose ou tel truc. Tu sais, j'ai une chanson qui s'appelle Celestina, Mhm. qui a un lien un peu avec le parrainage civique. Celestina, c'est ma tante qui vit encore et qui vit à Turin dans un couvent. Mes grands-parents, quand ils sont partis en 1961 pour le Québec, ben, ils ont une décision déchirante à faire. Ils ont laissé derrière leur grande fille qui avait une déficience intellectuelle. Ils l'ont laissée OK. dans un couvent à Turin et ils ont vécu avec ce fardeau-là toute leur vie. Mais ma tante, elle est heureuse, elle est avec les sœurs, elle est bien, elle vit une déficience intellectuelle. Puis j'en ai fait une chanson un peu pour pas me libérer, mais c'est un peu tabou dans la famille sans être tabou. OK. Celestina, tu sais, c'est ça. Alors, vous pouvez même voir le vidéoclip. On a fait un lien avec le parrainage civique aussi. Donc, ça, c'est un autre lien que j'ai avec le parrainage. Oui, dans ma Mhm. famille, j'ai cette réalité-là. Puis Celestina est heureuse. Là, mon père s'en va la Cool. voir dans une semaine parce qu'il est ici en Italie avec moi. Moi, je pourrais pas aller la voir, mais je l'ai vue plusieurs fois dans ma vie. Monsieur Cagliari, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été nôtre. Dernière petite chose, si on veut trouver des dates pour vos spectacles, vous trouvez sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on vous trouve, s'il vous plaît? Allez sur marcocagliari.com. Il y a dans la catégorie spectacle, j'ai plein de spectacles tout le temps. Là, il y a la tournée de la journée P du 21 au 30 septembre. J'ai plein de spectacles un peu partout dans la province à travers les parrainages civiques, à travers mon Dieu, je vais le dire, des activités qu'ils ont créées eux-mêmes pour la journée P. Et sinon, j'ai mes spectacles tout le temps. Et j'ai un spectacle aussi qui roule avec une chanteuse extraordinaire. C'est un plateau double avec Mamsel Ruiz. Mamsel Ruiz, elle est mexicaine. C'est une des plus grandes voix du Québec. Et donc, j'ai la chance d'avoir ce spectacle-là qui est biculturel encore entre le Mexique et l'Italie. Et le 9 décembre, on fait un grand spectacle
au Théâtre Paradoxe, qui est dans une église transformée en centre culturel, une église dans Verdun, à Montréal. Monsieur Cagliari, merci encore. C'était tellement intéressant. J'apprécie beaucoup le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup à toi. Ciao, ciao. Bonne fin de journée. Au revoir. La municipalité de Valmorin a annoncé l'obtention d'une aide financière totalisant 3 357 520 $ dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau. Octroyée par le gouvernement du Québec, cette enveloppe financière sera consacrée à la mise aux normes des infrastructures d'eau potable du secteur de la rue de la Rivière et du chemin de la gare à Valmorin. Cette importante subvention permettra d'assurer plus de 66 % du coût total des travaux qui se chiffre à 5 067 000 $. Se déroulant entre l'automne 2023 et le printemps 2024 sur une distance d'un peu plus de 2 km, ces travaux concernent principalement le remplacement de conduites d'eau vieillissantes dont la réfection était jugée prioritaire dans le plan d'intervention de la municipalité. Desservant 104 résidences, les tronçons touchés par les travaux sont donc les suivants. La rue de la Rivière, depuis la station de traitement des eaux usées de Val-David jusqu'aux limites de Val-David, la rue de la Rivière de la 10e avenue jusqu'à la 7e avenue, le chemin de la gare, de la rue de la Rivière jusqu'à la 7e avenue. La mairesse Donna Salvati mentionne que la réalisation de travaux de cette envergure ne pourrait être possible sans le soutien du gouvernement du Québec. Elle ajoute qu'en plus de la mise aux normes des conduites d'eau potable vieillissantes, la municipalité profitera de l'occasion pour procéder à la réfection pleine largeur de l'asphaltage des rues ciblées par les travaux, ce qui offrira un accès plus adapté aux cyclistes et aux piétons entre le cœur du village et la piste multifonctionnelle du Petit Train du Nord. Les travaux, qui débuteront à l'automne 2023, devraient se terminer au printemps 2024. Les détails concernant l'échéancier de ce chantier et les entraves à prévoir à la circulation seront communiqués ultérieurement par la municipalité sur son site Internet dans la section Info Travaux. Fondé en 1938, l'hôtel Le Chanteclair fut pendant près de 50 ans synonyme de Sainte-Adèle et de villégiature dans la région des Laurentides. Plusieurs restaurants, commerces, activités touristiques et même secteurs résidentiels se sont développés en symbiose avec ces opérations. Golf, nautisme, tennis, équitation, ski et une panoplie d'autres activités de plein air se côtoyaient sur ces terres, en plus des autres usages hors site qui ont fait de Sainte-Adèle le joyau touristique des Laurentides. Aujourd'hui, la fonction hôtelière n'est plus, mais l'importante propriété du Chanteclair demeure et son potentiel de développement est indéniable. De plus, les propriétaires des différents sites du secteur travaillent activement à élaborer des projets de développement, lesquels révèlent les limites des infrastructures municipales et de la réglementation en place. C'est pourquoi la ville de Sainte-Adèle fait le choix de planifier le développement de ce secteur de façon globale. La ville souhaite donc entendre les réflexions de la population afin d'établir une vision directrice pour ce grand chantier de réflexion. L'objectif de ce processus n'est pas d'approuver un projet de développement. Cette étape suivra la procédure habituelle au moment venu. Pour l'instant, la ville de Sainte-Adèle cherche à définir les paramètres pour encadrer le développement de ce secteur. Le processus de consultation se fera en 2 étapes. Dans un premier temps, les Adélois sont invités à compléter un questionnaire en ligne. Les informations ainsi recueillies mettront la table à une consultation publique qui aura lieu dans un 2e temps. Le questionnaire est actuellement disponible sur le site web de la ville. Le parc du Mont-Loup-Garou est en nomination pour un prix Excellence de l'Association québécoise du loisir municipal dans la catégorie municipalité ou arrondissement de 10 000 à 24 999 habitants. Ces prix, remis annuellement lors de la conférence du loisir municipal, visent à souligner les initiatives des municipalités et à reconnaître le travail innovateur et bénéfique des professionnels en loisir municipal. La remise des trophées Otium se déroulera à Sherbrooke le jeudi 28 septembre. Lors de la séance du Conseil du mois dernier, la mairesse Michèle Lalonde a fait l'annonce des affectations de l'excédent de fonctionnement non affecté. Rappelons que le rapport financier 2022 de la ville de Sainte-Adèle, déposé en mai dernier, faisait état d'un excédent de fonctionnement de 5 204 844 $ pour l'année 2022.
De ce montant, un total de 4 770 000 a été réservé et sera réparti comme suit. 750 000 pour la réfection du réseau d'aqueduc, 1 million de dollars pour la réfection du réseau d'égouts, 750 000 pour des projets en environnement, 770 000 pour le pavage de côtes selon le PTI 2023-2024-2025, 500 000 pour des projets de logement abordables et pour un terrain pour un futur établissement scolaire, 1 million de dollars pour des dépenses hors budget pour les changements climatiques. Il reste donc un excédent de fonctionnement accumulé non affecté de 1 246 000 après affectation. La mairesse explique qu'en plus d'affecter des sommes importantes aux besoins de première nécessité, comme l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts, la Ville veut créer des réserves en prévision de projets ou d'initiatives pour lesquels elle juge pertinent d'accumuler les sommes nécessaires, telles que la pénurie et l'accès à des logements abordables, les besoins du milieu scolaire et les enjeux environnementaux. Elle ajoute que la Ville doit également se préparer à faire face à des situations exceptionnelles ou imprévues. En priorisant la mise à niveau des infrastructures, les projets en environnement, l'amélioration du réseau routier, l'aménagement de logements abordables, l'aide à l'implantation de nouvelles écoles et en affectant des sommes pour faire face au changement climatique, dont les impacts sont de plus en plus considérables, la Ville souhaite consacrer son excédent de fonctionnement à des projets structurants dans une optique de développement durable. Revenez-nous après la pause. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts désire aviser les citoyens de la fermeture de plusieurs rues jusqu'au 15 octobre pour des travaux de réfection de la chaussée. Les rues concernées pour lesquelles la circulation locale sera permise seulement sont la place Desjardins, le chemin Régent, le chemin Gérald, le chemin André. Des signaleurs seront présents aux abords du chemin du Petit Bonheur où la circulation sera possible sur une voie en alternance. Pour toute demande de renseignement, veuillez communiquer avec la Ville en tout temps par téléphone au 819-326-4595 ou à l'adresse courriel info.travaux@vsadm.ca. Loisirs Laurentides est heureux d'annoncer la nomination de M. Martin Richer de Saint-Jérôme au titre de lauréat régional 2023 du prix de bénévolat en loisirs et en sport $Morin, prix prestigieux qui lui sera remis par le ministère de l'Éducation lors d'une cérémonie à Québec le 13 octobre prochain. Martin Richer a commencé son aventure avec le ski de fond en s'impliquant avec le club Fondeurs Laurentides et ce depuis 1997. Son apport à cet organisme est immense, à commencer par la continuation de la Coupe des Fondeurs qui n'a cessé de croître depuis son arrivée en raison de son innovation face aux défis. Également, son talent de rassembleur permet de recruter plusieurs bénévoles, de les former et de les garder longtemps au sein de l'organisme. Avec son leadership, il aime partager ses connaissances afin de former la relève bénévole. Passionné, il ne compte pas les heures, les journées de congés prises et les heures de bénévolat qu'il offre au club chaque année. Chef de compétition, membre du comité organisateur adjoint à l'organisation d'événements et responsable du contact avec les partenaires, il y a très peu de postes que M. Richer n'a pas occupés au sein de cette organisation à un moment ou à un autre. Plus précisément, il a été impliqué dans le conseil d'administration de 1999 à 2021, fait partie du comité course de 2004 à aujourd'hui. Il est impliqué dans le 24 heures de ski de fond et le défi automnal. Il a participé à la mise en place des écoles de ski et des programmes jeunesse de 2000 à aujourd'hui. L'école accueille maintenant plus de 450 jeunes. Il est l'instigateur du projet de ski à l'école de remorque mobile de ski offerte aux écoles de la CSSRDN. Le ski de fond est une passion pour M. Richer. Il a su la transmettre à toutes les personnes avec qui il a collaboré. Il participe activement au déploiement de l'activité physique pour tous par ses projets, priorisant l'accessibilité et la gratuité pour les enfants. Une soirée reconnaissance en l'honneur de M. Richer se déroulera le 27 octobre prochain à la Vieille Gare en collaboration avec la Ville de Saint-Jérôme.
Le ministère de l'Éducation a mandaté Loisirs Laurentides pour la gestion et la coordination du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activités physiques et de plein air. Connu dans la région sous le nom de Avec Loisirs Laurentides, on bouge, ce programme a pour objectif de soutenir financièrement les organismes locaux ou régionaux dans la réalisation de nouveaux projets ou la bonification de projets existants pour favoriser directement la pratique régulière d'activités physiques par l'ensemble de la population québécoise, quel que soit l'âge, le sexe, le revenu, les capacités, la culture ou le milieu de vie. Loisirs Laurentides vous invite à soumettre votre projet dans le cadre de ce programme. La date limite pour déposer un projet est le vendredi 29 septembre à 16 h. Les organisations admissibles sont celles qui cherchent à faire découvrir ou redécouvrir à la population le plaisir d'être actif physiquement, celles qui cherchent à offrir des activités physiques et de plein air sous différentes formes, dont des activités d'initiation et de découverte, dans le but de contribuer au sentiment de compétence, d'autonomie et d'appartenance, les organismes qui cherchent à augmenter les occasions de pratique en organisant des activités ou des événements offerts au plus grand nombre de personnes, les organismes permettant d'accroître les possibilités d'être actifs physiquement en aménageant ou en réaménageant des espaces publics, les organisations qui cherchent à rendre accessible à la population du matériel durable en bon état et sécuritaire, les organisations qui cherchent à créer des événements sportifs se déroulant dans la région des Laurentides. Les projets doivent être réalisés entre le 1er novembre 2023 et le 31 mars 2024. Les activités de cueillette, de chasse et de pêche ne sont pas admissibles à ce programme. Une session questions-réponses a eu lieu pour répondre à toutes les questions des curieux. D'autres modalités s'appliquent pour plus de renseignements quant au programme et afin d'obtenir le formulaire de demande d'aide financière, vous pouvez consulter le site Internet de Loisirs Laurentides ou contacter Sacha Cardinal à bénévolat@commercialloisirslaurentides.com. En avril dernier, la MRC des Laurentides annonçait des travaux de réfection sur le Petit Train du Nord par le pavage d'un tronçon de plus de 18 km entre Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-Blanc. Les travaux sont achevés et cette piste est aujourd'hui de nouveau accessible et prête à accueillir tous les utilisateurs. Ce projet a été mis sur pied afin de corriger de nombreuses problématiques techniques et environnementales dans le but d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'expérience des utilisateurs. La réalisation de cette réfection a été rendue possible grâce à la participation financière de ses partenaires ainsi qu'à l'octroi de plusieurs subventions des gouvernements provinciaux et fédéraux. Reconnue pour ses problèmes de drainage et d'assises instables et sablonneuses, cette portion du parc représentait un bon défi pour certains utilisateurs. Grâce à l'amélioration du drainage et du pavage de la surface de roulement, cette piste est aujourd'hui praticable et sécuritaire. Les utilisateurs peuvent de nouveau profiter du parc en toute sécurité. La pratique du vélo, de la marche et du patin sont désormais possibles. Ce projet d'envergure qui relie les deux principaux pôles urbains entre les bornes kilométriques 52 et 70 entre Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-Blanc s'est décliné en deux phases. La première consistait à améliorer le drainage en bordure du tronçon, la seconde en la réfection de la surface de roulement, puis le pavage subséquent. Le remplacement de la criblure de pierre par de l'asphalte était la solution la plus appropriée pour répondre aux enjeux environnementaux. Le pavage demeure encore à ce jour et après de nombreuses recherches et mandats à différents experts, la meilleure solution. La MRC des Laurentides tient à remercier le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le ministère des Affaires municipales, Infrastructure Canada et Sentiers transcanadiens pour leur participation financière et leur préoccupation à rendre accessible à tous les citoyens cette infrastructure régionale et ainsi encourager les saines habitudes de vie. La MRC des Laurentides tient aussi à souligner le travail de l'équipe de la Corporation du Parc linéaire Le Petit Train du Nord qui a travaillé de concert avec la MRC afin de faire le lien entre les usagers et les partenaires et de veiller à la diffusion de l'information pendant la durée des travaux. Dans le cadre de son entente de développement culturel, la Ville de Mont-Laurier vous invite à participer au concours Coup de cœur pour ma ville jusqu'au 22 septembre prochain. Vous êtes inspiré par les paysages, les activités ou encore par la communauté. Exprimez votre amour pour la Ville de Mont-Laurier en produisant une œuvre d'art. Pour y participer, vous devez faire parvenir votre création entre les trois formes d'art suivantes:
la littérature, la photographie ou le cinéma. Il y a également un volet jeunesse au concours. Votre œuvre doit être envoyée par courriel à ramsey@villemonlaurier.qc.ca ou déposée à l'Hôtel de Ville ou par la poste à l'adresse 300 boulevard Albénie Paquette à Mont-Laurier. Le code postal est le J9L1J9. Vous courez la chance de remporter l'un des 4 chèques cadeaux d'une valeur de 40 $ à l'Espace Théâtre. Une exposition de création aura lieu le samedi 30 septembre à l'Espace Théâtre dès 18 h où les gagnants seront dévoilés. Un jury déterminera les œuvres d'art gagnantes ainsi que celles qui seront exposées. Dans le cadre de son programme d'aide financière à la restauration patrimoniale, la MRC d'Antoine Labelle lance son 4e appel de projet auprès des propriétaires d'immeubles admissibles. Cet appel est ouvert du 6 septembre au 8 décembre. Ayant pour objectif d'augmenter le nombre d'interventions par le milieu municipal en faveur de la préservation du patrimoine immobilier de propriété privée, cet appel de projet invite les propriétaires d'immeubles patrimoniaux à faire une demande d'aide financière afin de préserver ou de restaurer leur immeuble par des travaux, des études ou des services conseils. Les travaux de préservation comprennent les interventions qui visent à consolider les événements structurants, à prévenir la détérioration, en plus de freiner la dégradation de divers éléments d'origine. Ils ont pour objectif de maintenir un bon état de conservation d'un bâtiment. Les travaux de restauration, quant à eux, comportent la remise en état ou le remplacement d'éléments d'origine avec des matériaux et des savoir-faire ancestraux. Quelle que soit la nature des travaux, ceux-ci permettent à la MRC d'Antoine Labelle de maintenir, entretenir et mettre en valeur le patrimoine immobilier du territoire, en plus de le transmettre en héritage. Les propriétaires admissibles au programme recevront une lettre mentionnant l'admissibilité de leur immeuble. Cette dernière est définie par le ministère de la Culture et des Communications et concerne les immeubles construits avant 1975 qui bénéficient d'une mesure de protection attribuée en vertu de la loi sur le patrimoine culturel ou la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Dans ce dernier cas, l'immeuble doit également être reconnu comme ayant un intérêt patrimonial supérieur dans l'inventaire du patrimoine culturel de la MRC. À cet effet, une enveloppe approximative de 33 000 $ est présentement disponible pour la réalisation de projets admissibles. Selon le type d'intervention à réaliser, les propriétaires admissibles pourraient se prévaloir d'un remboursement entre 60 et 75 % des dépenses admissibles. Revenez-nous après la pause. C'est lors de la séance du conseil de la MRC d'Antoine Labelle du 29 août dernier que l'organisation adoptait sa toute nouvelle politique culturelle et patrimoniale. Ce document se veut un véritable outil de planification et d'intervention. Par la même occasion, il représente un geste politique de reconnaissance publique, soulignant l'importance de la culture et du patrimoine à l'épanouissement de la collectivité de la MRC. Profitant du 10e anniversaire de sa première politique culturelle adoptée en 2013, la MRC souhaite mettre à jour son outil de développement culturel local et proposer à ses citoyens une politique culturelle et patrimoniale renouvelée, adaptée aux priorités actuelles, aux nouveaux besoins du milieu et aux enjeux émergents. M. Daniel Bourdon, préfet de la MRC d'Antoine Labelle et maire de la ville de Mont-Laurier, mentionne que cette politique vise à soutenir le dynamisme et le rayonnement de son écosystème culturel élargi en fournissant un cadre d'intervention pour guider l'action culturelle des 10 années à venir sur le territoire. Réalisée à l'occasion d'une démarche intégrée, la politique a été élaborée de concert avec les acteurs du milieu dans un esprit d'ouverture et de convivialité, en plus d'intégrer désormais de nouvelles considérations, soit les dimensions historiques, patrimoniales et paysagères chères aux Antoine Labellois. En 2020, à l'approche du 10e anniversaire de la politique culturelle de la MRC, les réflexions se sont amorcées et ont mené à la décision de renouveler la politique. En cours de processus, les MRC se voient confier de nouvelles responsabilités en matière de patrimoine. Ainsi, la MRC conclut une entente avec le ministère de la Culture et des Communications et la MRC d'Antoine Labelle qui a permis de financer des projets de restauration, de préservation et de mise en valeur du patrimoine immobilier privé et public. De plus, la MRC a réalisé des actions de sensibilisation au patrimoine immobilier sur le territoire, dont le cahier d'histoire et le coloriage patricolore.
De ce fait, il est devenu important pour la MRC d'intégrer le patrimoine dans son développement culturel régional en optant pour l'élaboration d'une toute nouvelle politique culturelle et patrimoniale. Pour réaliser cette politique, un mandat a été octroyé à la firme Passerelle, une coopérative de travail québécoise qui œuvre à la valorisation du patrimoine culturel afin d'épauler la MRC dans la réalisation de diverses étapes de recherche, de consultation et de rédaction. Une table de travail a aussi été mise sur pied afin d'étudier la démarche de manière transversale et de prendre en compte les différentes réalités. La population a ensuite été consultée à différents moments. Une première consultation publique virtuelle a été tenue à l'automne 2022 et 5 autres ont été déployées sur le territoire au printemps 2023. Celles-ci ont permis d'identifier, entre autres, les forces, les besoins, les enjeux et les opportunités culturelles et patrimoniales du territoire et des actions souhaitées pour la mise en œuvre de la politique culturelle et patrimoniale. La politique culturelle et patrimoniale mise sur l'accessibilité, la participation citoyenne, la concertation, la collaboration, la mobilisation, le soutien, la valorisation, l'identité et l'appartenance territoriale, ainsi que le développement et le rayonnement. Un plan de mise en œuvre accompagne également cette politique et oriente les futures actions de la MRC en matière de culture et de patrimoine pour les prochaines années. Pour plus d'informations sur la politique culturelle et patrimoniale ou sur l'événement de lancement, communiquez avec Mme Dominique Gagné-Supper, agente de développement culturel et du territoire de la MRC, par courriel à culture@mrc-antoine-label.qc.ca ou par téléphone au 819-623-3485 au poste 112. À Saint-Donat, la limite de vitesse permise sur l'ensemble des chemins municipaux sera dorénavant de 40 km/h, sauf exception, puisque certaines vitesses ont été fixées à 30 km/h, 50 km/h ou 60 km/h. Indiqués par des panneaux de signalisation qui seront installés jusqu'au 13 octobre, les nouvelles limitations ont été déterminées après une analyse rigoureuse de nombreux facteurs, notamment la présence de pistes cyclables ou multifonctionnelles, la présence d'écoles, de parcs municipaux et d'espaces communautaires, la visibilité, le dégagement latéral, la largeur de la chaussée et le nombre de voies, la géométrie, la densité des habitations, la longueur de la section du chemin. La municipalité demande donc la collaboration de tous les usagers de la route afin de respecter le code de la sécurité routière et l'affichage présent sur le territoire. Il reviendra à la Sûreté du Québec de faire appliquer cette nouvelle réglementation en vigueur depuis juillet, mais qui sera pleinement effective à l'automne lorsque les panneaux de signalisation seront tous installés. Mont-Tremblant a entamé en 2023 l'élaboration de sa planification stratégique pour les prochaines années. Après avoir réalisé une première étape de concertation avec les élus, les directions de services, la Ville convie maintenant la population tremblantoise à participer à cette démarche afin de développer une vision commune du futur de Mont-Tremblant et réfléchir aux moyens à mettre en place pour y arriver. 2 dates de consultation sont proposées. La seconde aura lieu le mercredi 20 septembre de 18h à 21h à l'église du village. Les ateliers se tiendront en présentiel uniquement. Les rencontres se dérouleront sous forme d'ateliers et seront animées par Humance, consultant mandaté par la Ville pour l'accompagner dans cette démarche collaborative. Pour participer, vous devez être âgé de 16 ans ou plus et être résident ou propriétaire d'un immeuble commercial. Réservez votre place dès maintenant à ville-de-mont-tremblant.qc.ca/consultation. Dominique Laverdure, conseillère municipale et mairesse suppléante, explique que la Ville sollicite la participation de ses résidents pour réfléchir à bâtir un futur sain, équilibré et durable pour la population actuelle et les générations à venir. Elle ajoute que les citoyens sont invités à partager leurs aspirations pour la belle région, ainsi qu'à identifier les enjeux qui les préoccupent et les besoins qui restent à combler pour bonifier leur qualité de vie au quotidien. La Ville de Mont-Tremblant tient à aviser la population de la présence possible de cyanobactéries dans les lacs Bibite et Tremblant. À ce stade, il est impossible de confirmer ou d'exclure la présence de cyanobactéries. La Ville de Mont-Tremblant est en communication avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, ainsi qu'avec la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, afin de confirmer la nature des dépôts observés. Par mesure préventive, la Ville invite la population à ne pas consommer l'eau provenant directement de ces 2 lacs et d'éviter de s'y baigner, puisque les cyanobactéries peuvent poser un risque à la santé. L'eau potable provenant de l'aqueduc municipal demeure parfaitement potable et sécuritaire. Les responsables du service des travaux publics sont informés de la situation et surveilleront de près la qualité de l'eau potable produite à l'usine de traitement des eaux. Les cyanobactéries sont des organismes naturellement présents dans les lacs. En faible concentration, ces organismes ne posent pas de risque pour la santé. Toutefois, lorsque les concentrations deviennent importantes et que des accumulations deviennent visibles à la surface de l'eau, des mesures de précaution doivent être prises.
Pour connaître les symptômes possibles et les mesures de prévention à prendre, visitez québec.ca/santé, conseil et prévention, santé et environnement, algues bleu-vert. Si vous observez des particules en suspension en grande quantité dans un des lacs du territoire ou encore une accumulation d'écume anormale sur la rive, vous êtes invité à faire un signalement au ministère via le formulaire disponible en ligne sur le site du ministère. Pour plus d'informations sur les cyanobactéries, vous êtes invité à consulter la page suivante, villedemonttremblant.qc.ca/cyanobactéries. Pour toute question, communiquez avec le service de l'environnement et du développement durable en composant le 819-425-8614 ou par courriel à environnement@villedemonttremblant.qc.ca. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.